19 h, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce journal. La puff, cette cigarette électronique jetable, très prisée des adolescents, inquiète médecins et autorités sanitaires. Le produit populaire pourrait être interdit de vente. L'État est là et continuera d'accompagner la Polynésie dans son développement. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'a martelé tout au long de sa visite aux 4 coins du pays. Bilan de cette visite ministérielle d'un point de vue autonomiste ce soir avec le sénateur de la Polynésie, Tevaro Fritsch est notre invité. Thomas Lubin et Cédric Van veulent réitérer l'exploit en Suède. Les deux meilleurs swimrunners de la Polynésie affronteront ceux du monde. Ce soir, ils se confient sur leur préparation pour ce concours international. Et enfin, notre Fénois d'antan de ce dimanche nous ramène en 1995. Cette année-là, les distances des courses hippiques étaient bien plus longues, de quoi faire déjouer les paris. Marshmallow, mangue, orange, ananas, ce ne sont pas des parfums de glace, mais des saveurs associées à la nicotine. Les puffs sont devenus un phénomène de mode inquiétant. 13% des 13-16 ans font usage de ces cigarettes électroniques jetables, malgré l'interdiction aux moins de 18 ans. En France, son interdiction est envisagée. La Polynésie pourrait suivre le pas. Mireille Gamblin, Patrick Sing Sing. Une bouffée au goût sucré qui cause de graves effets sur les poumons. C'est la nouvelle cigarette préférée des adolescents. Commercialisée depuis moins de 2 ans, elle a déjà envahi les collèges et les lycées de Polynésie. C'était juste pour sortir avec mes amis et comme tout le monde suivait, du coup j'ai suivi aussi. Le part, franchement, maintenant c'est comme une nouvelle mode, quoi. Ça coûte vers 2700. Après ça dépend quelle cigarette, mais ça peut aller jusqu'à 3000, 4000. Et t'en achètes tous les combien tous les 2 semaines. Ça va, tes parents ils sont d'accord? Ouais. Pour les vendeurs, les bénéfices sont là. Nathalie, par exemple, en vend 10 à 20 par jour. Mais même si le marché est juteux, pas question de prendre de risques. La vente de cigarettes électroniques jetables, c'est interdit aux mineurs. Nous, à chaque fois que les mineurs viennent au magasin, systématiquement, on leur demande une pièce d'identité. Il y en a pour tous les goûts. Fraises, pastèques ou bubblegum. Un véritable bonbon empoisonné qui prend beaucoup trop d'ampleur sans aucune loi pour limiter les dégâts. En fait, on a réglementé la loi sur le tabac il y a 10 ans. Aujourd'hui, on assiste à des nouvelles générations qui commencent par ça et qui commencent à être complètement addictes. Le taux de nicotine à l'intérieur est même plus élevé que ce qu'ils peuvent fumer en parallèle. L'autre risque de ces cigarettes, c'est la pollution. Une fois endommagées, leurs batteries au lithium peuvent provoquer de gros incendies. Ça peut être très nuisible pour nous. Donc ce que nous demandons aux gens, c'est tout simplement de considérer cet appareil comme un appareil électronique. Pour savoir où il faut le déposer, il suffit d'aller sur notre site internet www.fenoama.pf. Dans la même dynamique que la métropole, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres pays, l'interdiction pure et simple de la puff est donc envisagée par le gouvernement local d'ici la fin de l'année. Au chapitre politique, maintenant, la France réaffirme son soutien à la Polynésie, bien qu'elle soit gouvernée par des indépendantistes. C'est en somme ce que l'on retiendra de la visite des ministres d'État. Accompagnement technique et financier sur différents projets, moyens renforcés pour la sécurité à l'aube des Jeux Olympiques et une mission de lutte contre les monopoles économiques va être lancée. C'est une première. Le bilan avec Chiquita Teiva. Gérald Darmanin n'a pas chômé. En 4 jours de visite marathon, il a retenu plusieurs axes de travail, à commencer par la vie chère. Le ministre a bien entendu le président du pays qui veut briser les monopoles économiques. Je vais lancer une mission dès mon retour à Paris avec Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer qui m'accompagne et qui va piloter cela. Une mission du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour faire le constat des monopoles. On va commencer par la Polynésie française. Le développement économique n'est pas en marche. Dans la filière pêche, outre la défiscalisation pour l'achat des thoniers, il faut 5 milliards pour réaménager le port de pêche. En complément de l'aéroport de Faa, l'État ne dit pas non à la construction d'un aéroport international aux Marquises, des chantiers auxquels l'aide de l'État est nécessaire. L'État a dit qu'il paierait une étude avec le pays pour justement savoir si c'est possible. L'aéroport, incontestablement, qui existe aujourd'hui à Tahiti, doit être amélioré, agrandi et respecter les normes environnementales. Côté sécurité, le ministre annonce la création de 2 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre les stupéfiants et les violences intrafamiliales. Car selon un rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2022, 1500 Polynésiennes sont victimes de violences criminelles ou délictuelles. Les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes
très importante ici en Polynésie, d'où la nouvelle brigade de gendarmerie que nous allons installer bien sûr en Polynésie, qui sera spécialisée pour aider les femmes, pour lutter contre leurs agresseurs. Quant au dossier de la décolonisation du Fénois discuté à l'ONU, le ministre de l'Intérieur ne redoute aucunement de défendre la position de la France. Si jamais je devais aller au C24 pour parler de la Polynésie française, il n'y a pas à décoloniser la Polynésie. Qui préside? Des indépendantistes, à la fois l'Assemblée et le gouvernement, qui sont les 3 députés ici, 3 indépendantistes, élus dans des façons démocratiques évidemment incontestables. Tout le monde peut dire ce qu'il souhaite. Monsieur Temaru peut m'insulter s'il le souhaite. Les gens peuvent dire du bien du gouvernement. C'est aujourd'hui les Polynésiens qui dirigent. Et nous accueillons tout de suite notre invité, monsieur le sénateur Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous avez participé à toutes les visites de ce déplacement. Nous y reviendrons. Mais d'abord, une question sur cette mission visant à lutter contre les monopoles économiques pour faire baisser les prix. Il y a trop de monopoles économiques en Outre-mer en général et en Polynésie française, a déclaré Gérald Darmanin. Vous qui aviez été ministre de l'économie et des finances par le passé, vous n'aviez pas fait le même constat? Si, absolument. D'abord, je voudrais remercier le ministre Gérald Darmanin qui s'est déplacé, qui a mouillé la chemise, comme on peut le dire, mais aussi Philippe Augier, puisque c'était son premier déplacement depuis sa nomination. Et ils sont venus tous les deux rencontrer les Polynésiens, parler des sujets qui préoccupent les Polynésiens. Ce n'est pas l'indépendance aujourd'hui qui préoccupe les Polynésiens. Les dernières élections n'ont pas été un référendum pour l'indépendance, mais c'est bien le pouvoir d'achat, c'est bien la question des prix qui sont trop élevés, mondialement, mais aussi chez nous. Et puis c'est bien la question de la protection de l'environnement et tous les sujets qui ont été évoqués lors de l'entretien d'hier soir. Donc c'est une idée qui est proposée, pourquoi pas, formons ce comité et voyons comment cela peut marcher. Ce qui est compliqué, c'est que sur le plan économique, nous avons à la fois un très petit marché, et donc il est difficile d'avoir des multiplicités d'acteurs. Il faut aussi des locomotives pour avancer, mais en même temps, c'est vrai que les monopoles ne vont pas dans le sens de la baisse des prix. Vous n'aviez pas pensé à solliciter l'aide de l'État, par exemple, pour mener une mission similaire? Nous avons installé l'autorité pour la concurrence, dont c'est la mission. Donc, il y a eu effectivement, à la mise en place de cette autorité, quelques difficultés avec l'ancien président de l'autorité, si vous vous en souvenez, donc qui ont peut-être ralenti l'action de cette autorité. Moi, je me réjouis aujourd'hui que Gérald Darmanin dise que l'État est aux côtés des Polynésiens pour lutter contre la vie chère et aux côtés aussi du gouvernement polynésien. Mais cette autorité pour la concurrence est indépendante et doit aussi assumer ses responsabilités. Elle joue pleinement son rôle, selon vous? En tout cas, il y a très certainement encore des choses à faire parce que la vie est toujours aussi chère. Donc c'est important que ce comité puisse se réunir et qui donnera peut-être un avis aussi sur le rôle joué par l'autorité aujourd'hui. Alors, sur l'ITR maintenant, l'indemnité temporaire de retraite, c'est un dossier que vous portez aussi de votre côté. Après 3 commissions à Paris avec le ministère des Outre-mer et les syndicalistes, rien n'est tranché et les avis divergent. L'État propose un système par capitalisation. Les syndicalistes veulent un système hybride. Quelle alternative selon vous? D'abord, je me réjouis qu'il y ait ce comité. Il y a eu 3 réunions, c'est vrai, mais avant, il n'y avait rien. L'extinction de l'ITR est programmée depuis 14 ans et en 2028, il n'y a plus rien. C'est ce gouvernement qui nous permet d'en discuter avec les syndicats. Il y a eu des propositions de fait avec un nouveau système, c'est vrai. L'État a accepté de prendre en charge 50% de l'effort de cotisation. Les syndicats souhaitent poursuivre sur ces propositions hybrides qui me semblent intéressantes à étudier. Donc, ça fait partie des premiers sujets dont je souhaite, en tant que parlementaire, discuter avec Philippe Augier. Et hier soir, pas plus tard qu'hier soir, lors de son départ, on l'a évoqué. Ça sera nos tout premiers sujets à évoquer à Paris lorsque je m'y rendrai. Et Myriana Red-Arbelot, la députée, veut défendre ce dossier lors de l'examen du projet de loi de finances en octobre. C'est dans 2 mois. On le fera tous. Est-ce que le délai est suffisant, en sachant que le ministre délégué aux Outre-mer, justement, vient de prendre ses fonctions? Oui, l'administration est permanente aussi. Nous avons les équipes techniques qui ont travaillé dessus. C'est un challenge, mais il faut le relever de pouvoir bosser dès le prochain budget 2024. Pourquoi? Parce que l'ITR s'éteint tous les ans un peu plus. Donc plus on attend, plus il va s'éteindre. Donc nous relèverons ce défi. J'espère que nous aurons une bonne collaboration, comme ça semble être avec l'Assemblée nationale, pour qu'on soit tous unis pour les Polynésiens avant tout. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après. Puisque si le président Moïse Broderson assure que les discussions avec ses interlocuteurs parisiens ont été franches, Oscar Temaru, le leader du parti indépendantiste, n'était pas du même avis. Ces déclarations ont résonné jusqu'aux marquises et n'ont pas laissé les élus de l'opposition indifférents. Ils y voient là une possible scission dans le camp des indépendantistes qui pourrait desservir le pays. Les détails avec Nicolas Suir et Patita Savea.
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a été reçu comme il se doit en Polynésie française. Les membres de l'opposition sont unanimes sur ce point, ainsi qu'au sujet des déclarations rassurantes de Gérald Darmanin confirmant le soutien financier de l'État. Si en 2004, on a vu l'État qui fermait les portes, qui fermait les robinets, aujourd'hui, on sent une volonté de vouloir accompagner la Polynésie française. Et on sent aussi que le président Moïtei n'insiste pas sur ce fait de la demande d'indépendance. Il a fait quelques annonces intéressantes pour le pays, rassurer en tous les cas les investisseurs de ce pays, les chefs d'entreprise sur l'accompagnement de la métropole, de la France dans les investissements du pays. Toutefois, tous ont déploré le fait qu'Oscar Temaru ait critiqué le ministre en déplacement alors qu'il était accompagné du président Moïtei Broderson. Oscar Temaru n'est pas d'accord avec le comportement des responsables, des deux présidents du gouvernement et de l'Assemblée sur leur comportement ami avec la France, et ce n'est pas du tout ce qu'il attend d'eux. Les Jeux Olympiques doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et puis, il y a l'axe Indo-Pacifique. Alors, malgré les propos indépendantistes, la visite du ministre des Outre-mer se devait d'être une réussite. Teva Roufritch, pensez-vous que les déclarations d'Oscar Temaru pourraient avoir des conséquences sur les nouvelles relations qu'entretiennent l'État avec le gouvernement indépendantiste ? En tout cas, c'est triste d'entendre tout ça. Nous étions aux Marquises et à Kokura, partout en Polynésie. Moi, je n'ai pas entendu parler d'indépendance, j'ai entendu parler de développement économique, de décentralisation aussi, non pas de sécession avec Tahiti, comme j'ai pu l'entendre, mais la volonté des élus marquisiens de pouvoir prendre en charge leur quotidien un peu plus. Et moi, j'y suis favorable. Le président Broderson, encore une fois, n'a pas été élu sur un référendum pour l'indépendance. Il a été élu pour gouverner le pays dans le cadre aujourd'hui qui est l'autonomie. Et c'est ce qu'il essaye de faire, je pense. Il sera jugé sur ses résultats en matière de développement économique, en matière de cohésion sociale et sur tous les sujets qui ont été évoqués avec M. Darmanin. Mais c'est dommage que M. Temaru se fâche comme ça après son propre président. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces différents points de vue qui existent au sein même du Tabenihuir Atira, qui existaient déjà lors de la campagne électorale? Ils ont certainement encore beaucoup de réunions à venir entre eux, mais alors que la population attend des actions. C'est peut-être ce qui explique aujourd'hui une certaine difficulté pour ce gouvernement à démarrer. Moi, je suis démocrate et M. Broderson a été élu par l'Assemblée, c'est vrai, mais il a été identifié comme le candidat à la présidentielle. Donc maintenant, nous attendons par contre de voir sur le budget 2024 quelles vont être les actions fortes, quels vont être les changements, puisqu'il y a eu, semble-t-il, une volonté d'alternance. En quoi cela va changer la vie des Polynésiens? Et c'est ça qu'attendent les Polynésiens. Pas de l'indépendance. Ça n'a pas été le sujet des élections et ce n'est pas pour ça qu'a été élu Moïtei Broderson. Voilà. Oscar Temaru reste effectivement sur ses anciens combats. Je pense que Moïtei Broderson a quelques difficultés à relever avec son président. Alors, les propos tenus par Oscar Temaru ont été tenus lors de la visite des ministres d'État à Auréa et aux Marquises. Donc, les maires de cet archipel, justement, continuent de se battre pour la mise en place d'une communauté d'archipel. Gérald Darmanin n'a pas dit oui ni non. Est-ce que ce projet verra vraiment le jour? Je le souhaite en tout cas. Pour ma part, j'ai toujours, depuis de longue date, été pour une décentralisation, une meilleure répartition de l'exercice des compétences de l'autonomie au sein de la Polynésie. On a mis 3h30 pour aller aux Marquises. C'est très loin. On ne peut pas décider depuis Tahiti de changer les lampadaires sur le quai, de pouvoir donner telle ou telle aide à une couturière, à un porteur de projet agricole ou de pêche. Je crois qu'il est important de mieux répartir l'exercice des compétences. Ça ne veut pas dire se séparer de la Polynésie. C'est le sens de la décentralisation. On ne peut pas faire aux Marquisiens ce qu'on reprochait à Paris à une époque de nous faire. Mais cette demande date quand même depuis des années. Qu'est-ce qui tarde à la mettre en place, à la mettre en œuvre? Une décision politique. En tout cas, moi j'ai réaffirmé, je le réaffirme avec vous, qu'en tant que sénateur, je suis prêt à porter ce projet, ce débat au Parlement, en respectant nos institutions de la Polynésie. Mais je crois que c'est important qu'on ait ce débat. Et encore une fois, cette demande, elle me semble légitime. Il ne s'agit pas de faire un gouvernement bis aux Marquises. Il s'agit de confier à une assemblée élue par les Marquisiens un peu plus de compétences qu'aujourd'hui. Et ça permettra peut-être à d'autres archipels de suivre le pas ensuite. Pourquoi pas? Ayons confiance aussi en Otavana et nos Hakaiki.
Très rapidement, pour terminer, sur un point de vue politique, votre mandat s'achève donc en 2026. Oui. Vous comptez vous présenter au communal ou comment envisagez-vous la suite Nous verrons. En tout cas, je suis à fond, entièrement à disposition des Polynésiens, à disposition de nos Tavanades, nos Rakaiki, mais de toute la Polynésie, pour défendre nos projets jusque-là, à disposition aussi du gouvernement actuel, s'il souhaite avoir le concours dans le cadre du développement économique et dans le cadre de l'intérêt des Polynésiens avant tout. Et puis après, on verra bien. Je suis un démocrate, encore une fois, mais j'exercerai jusqu'au bout ces fonctions de sénateur avec enthousiasme et puis dignité. Merci beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir invité. D'avoir répondu à nos questions ce soir. Les graves incendies qui ont fait une centaine de morts à Maui n'ont pas laissé les Polynésiens indifférents. Le concert organisé à la Maison de la Culture a permis de récolter près de 3 millions de francs pacifiques. Les artistes n'ont pas hésité à donner de leur temps, 5 heures de show pour soutenir nos cousins du Pacifique. Le reportage de James O et Sandroli. Une salle archi-pleine pour le concert solidaire Amui no Maui. Pas moins de 730 places vendues en moins d'une semaine, cet élan de solidarité des Polynésiens à l'égard des autres peuples du Pacifique ne date pas d'aujourd'hui. On a de la famille sur Hawaï et nos pensées vont vers les frères et sœurs hawaïens qui ont été touchés par ce drame-là. Très ému pour toutes ces personnes qui ont disparu, qui sont décédées, et on est de tout cœur pour Hawaï. Sur scène, chanteurs, musiciens, groupes de danse se sont succédés pendant plus de 5 heures. Un don de soi particulièrement apprécié par l'artiste Tapuar Ilogling qui vit dans l'archipel hawaïen. J'habite dans une des îles qui est à côté de Maui. Et donc c'est vrai que la nouvelle, je venais d'arriver à Tahiti avec mes garçons. Lorsqu'on a appris la nouvelle, c'est sûr que ça fait mal. Et par contre, aujourd'hui, il y a la solidarité quand même du Tata Tahiti, c'est merveilleux. C'était dur de voir ces images, ces familles qui ont été surpris. Non, il n'y a pas de mots pour ça, mais je veux dire qu'on veut apporter notre soutien, qu'ils sachent qu'on est là quand même, qu'on ne les laissera pas tomber. Et puis tous les artistes sont là pour les aider, cette belle île. À la fin de la soirée, la somme totale récoltée en faveur des sinistrés de Lahaina s'élevait à 2 828 000 francs. La plateforme de dons reste ouverte jusqu'à mardi prochain. Rendez-vous sur la billetterie en ligne ticket-pacifique.pf. Elle a été accueillie comme une reine sur son île natale. Elle, c'est Natiahi Sommer, sa famille, le conseil municipal de Uturua, ses amis rameurs et les habitants l'ont célébrée à son arrivée à Ayatea. Couronnée jusqu'aux yeux, au sang des To'ere, ils lui ont témoigné leur reconnaissance et leur soutien. Malgré ses mésaventures au championnat du monde de au Samoa, ils la considèrent comme la championne du monde. Ses performances réalisées sont une prouesse. Mahana Tepa a recueilli ses réactions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'avais qu'une envie, c'était de l'entrer et c'était vraiment gentil de leur part d'être venus pour moi. L'accueil déjà qui s'est déroulé sur Papeete, on voit que l'accueil chez nous, c'est un moment chaleureux et tout. Et je pense que c'est important parce que ça permet aussi d'apaiser nos cœurs et d'oublier, on va dire, la petite note négative. Je suis convaincue et je confirme que notre fille est bien la championne du monde parce qu'elle l'a dit. Sur l'eau, je suis la championne du monde. Je me suis entraînée dur pour ça et je pense que voilà, il y a des résultats. Et voilà, et en plus à notre échelle, Ayatea, ce bel élan de solidarité fait encore plus que on est tous témoins qu'elle est la championne du monde. Et j'ai pas peur de le dire et s'il faut le répéter, je le redirai encore. Et Tahiti termine deuxième au classement général avec 13 médailles décrochées, 7 d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. La Nouvelle-Zélande est en tête grâce aux 24 récompenses remportées par ses athlètes. Et leur médaille d'or décrochée en juillet dernier en Suisse, elle leur passe pour les championnats du monde de swim and run. Les deux athlètes chevronnés Thomas Lubin et Cédric Van se préparent pour la compétition mondiale qui aura lieu en Suède le 4 septembre. À quelques semaines du départ, les entraînements s'enchaînent et sont de plus en plus intenses. Ismaël Tahiata et Sandroli y ont assisté. Tennis aux pieds, direction la mer. Non, vous ne rêvez pas, il nage bien en running. C'est l'une des particularités du swim and run.
En mer Baltique, les conditions de compétition seront très difficiles. Il y aura du courant, il y aura des clapots, l'eau va être très très froide. Donc plus on a des conditions comme aujourd'hui là, avec beaucoup de vent ici, la mer est agitée, faut qu'on s'y prépare parce que si on a ça le jour J, il faut absolument qu'on l'ait vécu au moins une fois, quoi. En plus de la préparation physique, une fois à Stockholm, Cédric et Thomas devront gérer les à côté, le décalage horaire par exemple. On partira à peu près 5-6 jours avant. Après, il y a beaucoup de petits à côté, il y a le sommeil, la nutrition, les massages, ce genre de choses dont on est déjà conscient et donc on fera au mieux pour gérer tous ces aspects-là pour arriver au top, quoi. Autre difficulté, l'utilisation obligatoire d'accessoires durant la course. Si l'un d'eux manque une fois passé la ligne d'arrivée, c'est la disqualification directe. Et étant donné que les chaussures dans l'eau ralentissent quand même la nage, on nage avec un pull buoy, c'est une sorte de bouée qu'on cale entre les jambes en fait. Et pour compenser un peu la perte de propulsion due à l'absence des battements de jambes, on va utiliser des plaquettes. On s'entraîne pour très bien nager, très bien courir, mais il faut aussi que toute la logistique, les petits détails de comment j'enlève mon bonnet, mes lunettes, comment je mets mes plaquettes, tout ça, il faut que ce soit automatique. Vous l'avez compris, Thomas et Cédric devront nager, courir encore et encore. Relier plusieurs îles entre elles, soit 10 km de natation et 65 km de course à pied au total. En Suède, ça va être 50 enchaînements, parce qu'il y a en fait 25 îles, on va dire des motos qu'on devra traverser. Donc il y a 25 natations, segments, partitions de natation et 25 courses à pied. Le plateau sera très relevé, hein. Il y a des gens déjà, des athlètes qui ont fait plusieurs fois cette compétition, qui vont y être habitués, qui vont savoir où faire attention, etc. Nous, ça va être de la découverte. Les précurseurs du swim and run au Fénois n'hésitent pas à se mouiller. Ils prendront l'avion la semaine prochaine. L'occasion pour eux d'écrire une nouvelle page de l'histoire du sport local. Force et honneur. Force et honneur. Avant de refermer ce journal, notre séquence nostalgie du dimanche. Retour en 1995 à Pirée pour revivre les courses hippiques. Le reportage de Daniel Moine. 9 chevaux au départ de cette humble catégorie B, 2300 mètres à courir et toujours pour grandissime favori de cette course, le numéro 9 Noble 8, drivé par le talentueux Léon qui remplace en dernière minute Pierre Caotey, jugé un peu trop lourd par son entraîneur. A noter que le propriétaire du cheval qui gagnera cette course empochera la somme de 70 000 francs. Ross, le numéro 1, a pris la tête au départ de la course. Après un tour d'hippodrome, Ross est toujours devant. En seconde position, on trouve le numéro 8, Polo Princess. Dans le dernier tour, Noble 8, le 9, commence à produire son effort. L'allure peu rapide des premiers lui permet de revenir. Polo Princess résiste une centaine de mètres, mais Noble 8, en grand finisseur, remporte la victoire. Polo Princess prend la seconde place, Ross la troisième à l'arrivée. Cela donne donc dans l'ordre le 9, le 8 et le 1 pour les rapports. Le pari triplé, 23 000 francs pour 1000 francs joués. Pour la troisième course de la journée, les organisateurs ont choisi un galop. Et une mauvaise surprise pour ces mêmes organisateurs. Seuls 5 chevaux étaient présents sur la ligne de départ. La course qui devait enflammer le public a quelque peu déçu, non pas sur le plan du spectacle, mais sur le plan du suspense. À dire vrai, il n'y en a jamais eu. Même si Van Indian le 1 et Fetia le 4, montés par Alfred, ont fait course égale pendant les 2 tiers de la course, ils n'ont pu empêcher la victoire facile du favori de cette course, à savoir Sonic Blaze, casaque rouge et blanche. Avec 3 longueurs d'avance, Sonic Blaze devance respectivement Van Indian et Ariane qui a doublé Fetia dans le dernier virage. Pour les turfistes amateurs de Paris, voici les résultats dans l'ordre le 5, le 1 et le 3 qui rapportent 3 000 francs pour 1000 francs joués. Vous le voyez, pas de quoi s'enrichir avec cette arrivée de favoris. C'est ainsi que se referme cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Un déplacement marathon à Tahiti, Morea Nukuhiva Hiva Oa et Kokura. Les ministres d'État ont quitté le pays. Dans leur mallette, une série de doléances du pays et des mers. Mission sur l'aéroport de FAA, celui des marquises de lutte contre la vie chère, l'ITR. Tous ces dossiers feront l'objet de futures discussions. Les ministres d'État ont insisté ici. L'État est là et sera toujours aux côtés de la Polynésie.
L'actualité de la semaine sera marquée par la Coupe des Nations de l'OFC Beach Soccer. Elle débute demain à Papeete pour une semaine. Les îles Salomon, les Fidji, les Tonga et Tahiti se disputent une place à la 12e édition de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA. 100 jours après son élection, le président du pays présentera le premier bilan de son gouvernement. Ce sera mercredi en direct sur la première. Et enfin, dimanche, les sportifs ont rendez-vous à Papeete pour la Coupe Vitel Tahiti 2023. À suivre sur la première, un film qui détaille les bas-fonds du football français, La surface de réparation. Il sera suivi de la série Meurtre au paradis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.